Ça fait plusieurs fois ces derniers temps que je vois passer la même histoire sur les réseaux sociaux. L'histoire d'une vieille dame du Connecticut, une certaine Dorothy Dawson. Un jour, par hasard, cette dame tombe sur une vidéo YouTube qui montre son mari en pleine soirée karaoké. Elle le voit vivre sa meilleure vie, chanter, danser comme un fou. Bon, jusque-là, pas de problème. Sauf que, à la maison, ça fait 62 ans qu'il a déclaré à sa femme qu'il était devenu sourd. Sourd comme un pot. Et donc, grâce à cette vidéo YouTube, Dorothy comprend qu'en fait, pendant toutes ces années, son mari lui a menti, a fait semblant de ne rien entendre pour ne plus avoir à l'écouter ni à discuter avec elle. Alors, comme on est aux États-Unis, ni une ni deux, Dorothy décide de porter plainte et, c'est peut-être là que l'histoire est la plus dingue, l'avocat qui défend le mari plaide que si son client a simulé la surdité, c'est justement pour sauver leur mariage. Voilà, ça sent la vieille blague et effectivement, quand on clique sur l'article, on s'aperçoit vite qu'il s'agit d'une fake news. Mais d'une fake news qui a énormément de succès depuis plusieurs années sur le net. Et je me demande pourquoi. Pourquoi elle a tant de succès ? Pourquoi on a envie de la faire tourner, ce que j'ai fait d'ailleurs, à ses copines ou à son conjoint, avec un emoji clin d'œil sous-entendu « ça vous rappelle quelque chose ». Est-ce que c'est une vieille survivance d'un humour phallocrate nauséabond, ou plutôt que ça renvoie tous les couples à la difficulté de se parler ? Et que ce qu'elle raconte, au fond, cette histoire, c'est que la grande question du couple, c'est peut-être pas tant le sexe, enfin, pas que c'est aussi le langage. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus fort ? Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un de mes épisodes sur les séparations conjugales, où on entendait Irène Théry, la grande sociologue spécialiste du couple et de la famille. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense que le moteur principal des changements de la famille, c'est l'avènement de l'égalité des sexes comme une valeur fondamentale de la démocratie. À un moment, elle parlait de la révolution de l'égalité des sexes. Et elle expliquait en quoi c'est une révolution de la parole. Avec l'avènement de l'égalité des sexes, les femmes deviennent vraiment des interlocutrices des hommes. Que le grand changement de l'égalité, c'est ça. On passe d'un idéal d'un couple fusionnel sous l'autorité du mari, quitte à ce que madame ne parle pas beaucoup, à l'idée que l'idéal du couple égalitaire, c'est un duo. Dans un duo, il faut deux voix différentes pour le chanter. L'idéal du couple duo, c'est que chacun des membres ait de l'oreille pour la voix de l'autre. Ce changement majeur, qu'on peut appeler donc l'avènement d'un mariage conversation, si on veut, l'enjeu, c'est de continuer la conversation. Ce modèle du couple conversation, sur le papier, il fait envie à tout le monde. Quand on vit ensemble depuis plusieurs années, se parler, le soir, en rentrant du travail, ça relève au mieux du small talk, Bon, moi je vais... quelquefois du dialogue de sourds, Voilà, et on a eu 1000 fois ce débat. quand c'est pas carrément de la grosse embrouille. Et ben voilà, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais comprends-moi. En tout cas, moi, j'ai souvent l'impression que dans un couple, le langage, ça peut être autant un remède qu'un poison. Et donc, quand j'ai vu que la linguiste Julie Neveu, qui est professeure à la Sorbonne, avait écrit un livre qui s'appelle « Le langage de l'amour », je me le suis procuré illico. Il y a nécessité à nommer ce qu'on ressent parce que c'est la seule façon qu'on a de le partager. Parce que le langage est notre milieu commun. Ce livre, il montre comment, dans une histoire de couple, à chaque étape, de la rencontre à la rupture, on utilise des mots, des figures de style, des schémas narratifs particuliers. Et Julie Neveu, ce qui l'intéresse en tant que linguiste, c'est ces faits de langue, les mots que l'on dit,
mais aussi ce que ces mots disent de nous et comment ils influencent directement nos histoires d'amour. Notre langage, surtout si c'est la langue maternelle, ce serait un peu comme si c'était notre maison, on est né dedans, on regarde par les fenêtres et on pense qu'il n'y a pas de fenêtre, vous voyez, on a une sorte d'illusion d'objectivité. Et étudier la linguistique, c'est une façon de se rendre compte qu'il y a des fenêtres et que ces fenêtres, elles ont une forme, une couleur et elles projettent une certaine façon de se représenter la réalité. Et c'est même aussi une façon, si tant est qu'on voit la fenêtre, de voir qu'elle peut faire un effet miroir et de se regarder dedans et de se dire « Ah, alors attends, j'ai dit ça, mais donc ça implique ça comme représentation de ma réalité ?» et de se demander si c'est vraiment ça qu'on veut faire, en fait. C'est vraiment ça qui correspond à nos besoins, à nos envies et à nos façons d'aimer. C'est beau cette image. On utilise le langage comme on habite une maison. Une maison où on a grandi. On n'a pas besoin de réfléchir quel placard il faut ouvrir pour trouver le café ou ses culottes. On sent même plus son odeur tellement on y est habitué. Eh ben, le langage, c'est pareil. En tout cas, notre langue maternelle. On est né dedans, on y vit depuis toujours, c'est confortable, mais c'est ce qui fait que, la plupart du temps, on ne réfléchit pas complètement à ce qu'on est en train de dire. Et c'est à ça donc que sert la linguistique. À nous faire prendre conscience de tout ce que nos mots charrient comme signification, parce qu'évidemment, ça a un impact sur comment on vit les choses. Hypocrite, ça veut dire qu'il dit pas ce qu'elle pense. Par exemple, dans le domaine de l'amour, puisque c'est ce qui nous intéresse là, la bonne personne. Tu penses que c'est la bonne personne, j'ai trouvé la bonne personne, avec l'article défini en fait le ou la, et l'adjectif bon là qui a une valeur absolue en fait. Ça veut dire qu'il y a une seule bonne personne, et ça crée une attente très très forte et un présupposé que tous les autres sont les mauvais. C'est-à-dire que dans le langage se logent un peu partout des résidus de fantasmes, de monogamie, d'unicité, d'éternité, et que c'est ces résidus-là qui parfois peuvent peser très lourd quand on commence une relation, ou même quand on la continue et qu'on s'effraie de ce qui est des moments où d'un coup on est sorti de l'évidence. Mais en fait, le langage la construit, cette évidence. Donc il faut, disons que c'est utile d'être attentif. Parce qu'en fait, oui, c'est largement hérité, ces structures linguistiques qu'on récupère dès la naissance. Et en fait, parfois, c'est des héritages dont non seulement on n'est pas conscient, mais dont on aurait besoin de se débarrasser pour se libérer un peu de nos constructions. Bon, évidemment, il y a l'homme et la femme de ma vie. Bon, une fois que vous avez dit ça, comment ne pas envisager une rupture avec cette personne comme la fin de votre vie? Enfin, comme si le langage avait disséminé des sortes de pièges et qu'on tombe dedans parce qu'on a besoin de romance et qu'on aime ces mythes et qui sont magnifiques et qui constituent notre histoire intime et collective aussi. Mais ils peuvent être néfastes, toxiques, pesés. C'est compliqué, je trouve, à accepter cette idée qu'on devrait se méfier des mots d'amour. Parce que, précisément, quand on est amoureux, on ne peut pas s'en empêcher de parler, de chanter, d'écrire, de slammer. L'amour et le langage, ça va ensemble, ça se nourrit. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Quand on tombe amoureux, on est souvent démuni face à cette chute, une forme de chute à la fois dans le corps, puisque c'est notre désir qui nous porte vers l'autre. Et donc il y a ça qui fait que déjà on se sent plus fragile, plus vulnérable. Et en fait, on a besoin de se le raconter. D'abord parce que sans le langage, la chose pourrait ne pas exister. C'est-à-dire que c'est le langage qui donne une réalité à un sentiment, même à une relation. Et on a tendance à se raconter donc des histoires d'amour, ce qu'on se raconte à peu près dans d'autres domaines de nos vies, mais là particulièrement, là il semblerait que l'humain n'est pas capable de vivre une histoire d'amour sans se la raconter. Et quand il se la raconte, donc cette histoire, eh bien, elle commence par ce début qui est le fait de tomber amoureux, et on a tendance à convoquer toutes sortes de forces extérieures pour compenser notre perte de contrôle.
linguistiquement, sémantiquement, ça va donner quoi ? Ça va être le destin, en général. On devait se rencontrer, c'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre, qui l'a mis là, il y avait des signes. Et donc, c'est ce que j'appelle un moment de surinterprétation, d'hyper-herméneutisme. On est là, t'as vu, si j'étais là ce jour-là, c'est à cause de ça, c'est parce que on voit des signes partout. Et le monde entier conspirerait pour favoriser cette rencontre. C'est-à-dire qu'on a du mal à en rester au hasard. Donc, on construit un récit avec une légitimité, et ce qui est à la fois, donc une fois de plus, très utile pour donner du sens à l'histoire, que ce soit une histoire qu'on puisse se raconter ensemble, à deux, peut à certains moments aussi se retourner contre nous, au sens où si c'est le destin qui a voulu qu'on soit ensemble, le destin ne veut pas qu'on ne le soit plus ensemble. Donc une fois de plus, là, on a une représentation, en fait, offerte par le langage, qui va rendre encore plus difficile d'envisager une rupture si, en fait, elle est nécessaire. Il n'est pas prévu dans le langage qu'une histoire d'amour se passe mal. Je trouve que les humains passent beaucoup de temps et de tristesse et de culpabilité à accepter des faits qui, en fait, sont naturels, mais qui n'étaient pas prévus par le langage. Donc, il faut s'en méfier. C'est tellement un réflexe de tout transformer en histoire qu'on ne s'en aperçoit même plus. On croit qu'on a les deux pieds bien plantés dans la réalité de ce qui nous arrive, alors qu'on est déjà en train d'en faire une histoire. Et donc forcément une espèce de fiction qui occulte des choses, les déforme, les mythifie, mais que l'on prend pour le réel. Ça me fait penser à un texte génial de l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin, qui s'appelle « La théorie de la fiction panier ». Alors, ça parle pas d'amour, mais écoutez, vous allez comprendre le rapport avec le sujet. Dans les régions tempérées et tropicales, où les hominidés sont devenus des êtres humains, l'alimentation était principalement d'origine végétale. Au Paléolithique, au Néolithique et à l'époque préhistorique, 65 à 80% de ce que mangeaient les êtres humains était cueilli. Les chasseurs de mammouths occupent certes de façon spectaculaire les grottes et les esprits, mais ce que nous devions réellement faire pour rester gras et vivants, c'était cueillir des graines, des racines, des bourgeons, auxquels s'ajoutait la collecte d'insectes et de mollusques, et autres menus frettins sans défense, afin d'augmenter les apports de protéines. Et nous n'avions même pas besoin d'y travailler dur. Un humain préhistorique moyen pouvait vivre bien, en travaillant environ 15 heures par semaine. Ce qui laisse beaucoup de temps pour d'autres choses. Tellement de temps qu'il est possible que quelques agités, qui n'avaient pas un bébé dans les parages, ou pas de talent pour fabriquer, cuisiner ou chanter, ceux-là ont pu décider un jour de filer chasser des mammouths. Dès lors, les chasseurs habiles pouvaient rentrer en titubant, sous un fardeau de viande, les bras pleins d'ivoire et avec une histoire. Mais ce n'est pas la viande qui faisait la différence. C'était l'histoire. Et oui, c'est tellement captivant de raconter comment on a transpercé l'œil d'un gros pachyderme avec sa lance. Beaucoup plus captivant en tout cas que de raconter toutes les journées passées dans la pampa à chercher de l'avoine sauvage. Les histoires de chasseurs sont meilleures. Il y a plus d'action, d'émotion, d'héroïsme. C'est pour ça qu'on les préfère. Sauf que, à force d'entendre et de transmettre toujours ces histoires-là, on a oublié les histoires de cueilleurs et de cueilleuses surtout. Et, c'est l'hypothèse d'Ursula Le Guin, on s'est mis comme ça à considérer que la consommation de viande, la chasse, les armes, les massues, les flèches étaient les attributs essentiels de l'humanité. Alors qu'à l'origine, l'outil central de notre culture, c'est beaucoup plus probablement un petit panier. Enfin, une petite calebasse, une poche avec une écharpe pour le porter en bandoulière. Mais aucune fiction n'a été produite pour s'en souvenir, le valoriser, s'y intéresser. Pour la linguiste Julie Neveu, les histoires d'amour, c'est un peu pareil. On a tendance à les raconter toujours de la même manière, en laissant de côté toute une partie de l'histoire.
Ben, c'est comme si en fait toute notre capacité narrative, elle se réfugiait au début de l'histoire et qu'elle était un peu en boucle d'ailleurs. Vous voyez, quand on reste un peu longtemps en couple et qu'on se raconte comment on s'est rencontrés et que c'est le récit qu'on privilégie en fait, qu'on choisit parce que c'est là qu'il y a cette histoire de rencontre qui a été le bouleversement. Et on n'a pas les outils pour commenter, glamouriser le présent. C'est-à-dire notre vie, la vie au présent d'un couple qui dure, parce qu'on a été trop bercé de récits disproportionnés. Il n'y a pas du tout assez de récits de l'amour au quotidien. Il y a un manque au milieu, quoi, vraiment. Il y a des artistes qui le font, mais c'est pas majoritaire. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais, et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Dire au prêtre, oublie le truc où la mort nous sépare, on va rester dans cette vie. Il est question de réussir à continuer à fantasmer avec une personne avec qui on est encore. Donc c'est difficile, je dis pas que c'est facile, parce que le quotidien est défini par la répétition, et que la répétition induit peut-être la lassitude, en tout cas l'habitude. Et donc, le langage n'est plus là à s'émerveiller de l'autre, puisque l'autre n'est plus perçu que comme familier. En fait, c'est Annie Ernaux qui le dit dans Passion simple, que pourquoi c'était si beau cette passion, parce qu'elle n'a jamais oublié que l'autre était toujours autre. Quelqu'un qui est là dans ma vie et qui aurait pu ne pas y être. Et rien que de se le dire, ça devrait susciter un peu d'émerveillement. Et je pense que c'est important que l'énergie ne soit pas seulement domestique, qu'elle continue à être linguistique, qu'elle continue à procurer un récit satisfaisant de ce qu'est notre vie amoureuse au présent. Je cherche, pardon, bonjour, le centre de thérapie familiale, on m'a dit que c'était par là. Oui, c'est près de l'église. De la chapelle. Voilà, Donc vous voyez le poteau blanc, le dernier ? Vous partez sur votre droite et vous avez 2 bâtiments. Merci. Il y a quelques années, j'ai fait une série de reportages pour France Culture sur un centre de thérapie de couple dans un hôpital public du sud de la France. Les gens venaient consulter à 2 parce qu'ils n'arrivaient plus à se parler sans se crier dessus. Parfois d'ailleurs, ils avaient fini par ne plus se parler du tout. Ils étaient pris en charge par 2 thérapeutes, un psychiatre et une psychologue, à raison d'un rendez-vous par mois à peu près. Bien. Alors, on s'était vu fin août. Vous nous aviez annoncé, monsieur, votre décision de rentrer, de revenir à la maison. Racontez-nous un peu où vous en êtes depuis la dernière fois. Depuis la reprise, le cycle infernal de discussion et de colère, ou pas de colère, de voix. Donc vous ne voyez pas de changement dans les dans ce début de rentrée, je l'avoue que le changement n'est pas apparu. Dans le comportement des uns et des autres, n'est pas apparu. Ce qui m'avait frappé, c'est l'impression que les patients auraient dû commencer la thérapie beaucoup plus tôt. Qu'au fil du temps, ils avaient laissé s'installer entre eux une espèce de duo infernal. Le concept qu'utilisait le psychiatre, c'était la boucle relationnelle. On s'est retrouvés dans cette... Maintes fois, ça ce n'est qu'un exemple, mais maintes fois on s'est retrouvés dans cette position où finalement je reprenais la position de l'institutrice qui disait oui, non, tu fais bien, tu fais pas bien, et où j'avais un grand ado à côté de moi qui faisait n'importe quoi quand il avait envie. Position refuge. Quand le niveau de stress augmente, lié au stress de la vie quotidienne, les travaux, la chaleur, les enfants, vous vous retrouvez chacun dans votre position refuge, c'est-à-dire ce que vous connaissez par cœur, c'est je fais l'ado et je fais la maîtresse d'école qui dit à son mec qu'est-ce qu'il doit faire et pas faire. Et l'important c'est de pouvoir reparler. L'autre l'adopte de la même manière. Qu'est-ce que je vous vois regarder en me fronçant les sourcils? Non, mais j'aime pas. Moi. Je suis pas fier de moi. Je veux dire, je vous l'ai dit là-dessus. Elle a raison quelque part. La boucle relationnelle, c'est l'idée qu'à force de vivre ensemble, au fond, quelles que soient les circonstances ou les détails techniques, en vacances, à Chamonix ou en virée à Ikea, on joue toujours le même sketch. Une espèce de numéro bien rodé qu'on a mis en place inconsciemment, sans le décider, ni se concerter sur la distribution des rôles. Elle a raison, j'aurais pas dû m'énerver là-dessus. C'est inacceptable quand, entre guillemets, vis-à-vis de moi, on a un ado, mais vis-à-vis des enfants, entre guillemets, tu joues le rôle du père autoritaire sans décérébrer. Et tu te rendras compte que tu fais n'importe quoi. Tu te mets pas à leur niveau. Mais oui, ce qui se passe là, c'est intéressant, parce que je pense que sur le fond, vous avez parfaitement raison de ce que vous dites là. Mais la manière dont vous êtes en train de le dire à votre mari, peut-être, il pourrait le vivre comme elle est en train de me faire la leçon là.
Et d'un côté, ça me rassure, Non. parce que c'est bien qu'on me dise les choses, et en même temps, ça me maintient dans ma position d'adolescent. Le plus terrible quand on assiste à ces consultations, c'est le sentiment qu'au moment même où les couples essayent de l'analyser, cette fameuse boucle, d'en parler pour en sortir, ils sont en train de la reproduire, comme s'ils ne pouvaient plus se déprogrammer. Quand je réagis, je réponds facilement, on va dire. J'ai plus de répartie. Souvent, tu le retraites comme étant de la bêtise chez toi, ce qui n'est pas le cas, parce que souvent, il y a des choses qui sont pertinentes, mais qui ne ressortent pas à l'instant T, on va dire. Et tout, Tu ne mets pas à le faire ressortir. Quand tu me parles d'ado, Probablement. un truc comme ça, c'est pas... Alors, effectivement, ce que je ne dis pas, c'est comment est-ce que je peux t'aider. Je te le dis relativement peu. Non, c'est pas ça. C'est que tu n'écoutes pas. Tu as des arguments et tu penses que ce que je te dis, c'est injuste. Je viens de dire l'inverse. Je viens de dire exactement l'inverse. C'est ça qui intéresse Julie Neveu. Comment le langage produit cette boucle relationnelle. Comment il y participe. Partageant un même espace, les partenaires d'une relation vont se retrouver à projeter sur l'autre des phrases ou des répliques un peu. On constate qu'il est comme ceci, comme cela. Et on va avoir tendance à penser que on sait définitivement une fois et pour toutes. Et donc on va dire qu'il est prévisible. Vous voyez, le langage va montrer cette fixation de l'être, c'est-à-dire qu'on fige l'autre. Et souvent, on se distribue des rôles. Dans la syntaxe, on voit bien les phrases où on dit « il est comme ci, comme ça »,« c'est un jaloux, c'est une jalouse », vous voyez, avec le C apostrophe qui est un démonstratif qui montre du doigt. Donc on va avoir beaucoup de formules qui se retrouvent à dire ce qu'est l'autre seulement dans l'espace conjugal, comme si c'était son identité définitive. On est figé complètement et ça se retourne contre le couple, en fait. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on va arriver à survivre à ça. Ah oui, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de franchir des étapes, ça devient invivable, là. C'est invivable. C'est invivable. Ouais. C'est-à-dire que je sais... Moi, je sais plus... Enfin, je sais pas à quel moment il faut dire que c'est fini, qu'il faut partir, quoi. Ouais. C'est-à-dire de se dire, merde, on fait comment ? Le langage, on voit bien qu'au début, il se nourrissait de cette créativité pour s'émerveiller du sentiment que l'autre crée en nous. Et là, il se développe surtout pour accuser, identifier, comparer. T'es comme ton père, ta mère. Très intéressant les comparaisons parce qu'on s'aperçoit que quand vous dites que quelque chose est comme quelque chose d'autre, vous ne comparez au vu d'une seule qualité, d'un seul attribut. Il n'y a qu'une seule chose que vous êtes en train de comparer. Donc une fois de plus, c'est très réducteur. Ou alors c'est surtout que le reproche est totalement implicite. T'es comme ta mère, en quoi ? De quoi ? Élucidons. Et tout ce qui est implicite peut être mal interprété ou pas interprété. Alors que plus on explicite, on formule, on dit, plus il y a matière à conversation, à changer les rôles, à redistribuer les cartes, à s'entendre de nouveau. Le langage peut nous sauver du langage, voyez. En fait, le langage porte très souvent dans le couple cette reconnaissance, c'est-à-dire je te connais, je sais qui t'es toi, alors qu'en fond, il est aussi l'outil qui va permettre de dire mais qui es-tu encore et aujourd'hui et demain peut-être, c'est-à-dire de continuer à dire j'ai envie de te connaître davantage et je ne te connais pas encore du tout totalement. La conversation, elle porte l'idéal que l'autre est toujours à connaître davantage. L'autre est toujours à connaître davantage. C'est magnifique. Mais c'est comme les aphorismes qu'on trouve dans les biscuits offerts à la fin du repas au restaurant chinois. En général, je suis d'accord avec, mais j'ai du mal à les mettre en pratique. Et donc, j'ai demandé à Julie Neveu comment faire concrètement avec le langage pour continuer à découvrir la personne avec qui l'on vit. Ne pas lui coller toujours la même étiquette. Rester ouvert à son altérité. Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Eh bien, il s'est posé des questions. Je dirais qu'il faut être attentif à ne pas formuler des vérités à l'encontre de l'autre. Et donc, lui poser des questions, ne jamais préjuger que vous savez ce qu'il va répondre. Même s'il se répète. Or, il me semble que finalement, si vous lui laissez le temps de s'exprimer, c'est aussi ça. Laisser à l'autre le temps
de prendre la parole et de la prendre à son rythme, d'une façon qui lui corresponde, en lui demandant de faire l'effort peut-être de prendre la parole, parce qu'il y a ça aussi, il y a plein de relations où on ne prend plus la parole, ou alors on la prend pour parler de tout, sauf du couple. Le langage qui sert à parler du couple, à se demander si on s'aime encore, comment, pourquoi, ce dont on aurait besoin, ce qu'on pourrait essayer de changer, bref, à avoir une vraie grosse discussion, Julie Neveu l'appelle le langage du métacouple. Et en bonne linguiste, elle en profite pour rappeler que méta est un préfixe grec qui peut vouloir dire plein de choses. Ce qui dépasse, ce qui est au-dessus ou au-delà, et que souvent on l'utilise pour signifier qu'on est en train de réfléchir sur soi-même. D'essayer de lever le nez pour se regarder d'en haut. Ce qui est une saine discipline, je trouve, quand on est en couple. Elle utilise aussi, Julie Neveu, le terme de charge expressive. Au sens où, dans une relation, il faut veiller à se répartir équitablement la tâche. Que ce soit pas toujours le même qui dise « Chérie, j'aimerais qu'on parle ». Et en face, chaque fois, le même qui s'esquive « Bien sûr, mon amour, mais plus tard, là, tout de suite, je dois passer à la map, récupérer le panier, c'est urgent. » Voilà, métacouple, charge expressive. Tant qu'on inventera des mots, et qu'il y aura des linguistes pour nous aider à les décrypter, on ne sera pas complètement foutu. Le langage pourra nous sauver du langage. À suivre sur arteradio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Chez moi, les livres d'autrices féministes, je ne les range pas dans la bibliothèque familiale. Je les stocke à part sur une petite étagère qui se trouve juste au-dessus de mon lit. C'est moins décoratif qu'un poster de Matisse, mais je sais pas, quand je dors, j'aime bien me dire que l'esprit de Simone de Beauvoir, de Mona Chollet ou de Chloé Delhomme veille sur moi. Sauf qu'en y réfléchissant bien, il y a quelque chose d'un peu ironique là-dedans. Parce que, certes, ces autrices m'ont beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait dans ma vie, à la maison, au travail, dans la rue même. Mais en revanche, elles n'ont pas changé grand-chose à ce qui se passe dans mon lit, justement. Au niveau sexuel, je veux dire. Je peux très bien admirer intellectuellement certaines féministes radicales qui appellent à sortir de l'hétérosexualité, qui dézinguent le primat de la pénétration ou les scénarios érotiques à base de vieille domination masculine. Mais j'avoue qu'en pratique, je ne me vois pas encore devenir lesbienne, comme Virginie Despentes par exemple, et encore moins m'essayer à l'abstinence, comme la réalisatrice Ovidie déclare en être venue à le faire au moment du mouvement MeToo. Et donc, je me demande un peu ce qui coince chez moi. Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéros hyper classiques, ni révolutionné mes pratiques ? Est-ce que c'est juste la flemme de tout remettre en question à plus de 40 balais, ou une forme d'aliénation coupable au patriarcat ? Voilà. Je me prends souvent le chou là-dessus. Et puis, je suis tombée sur un livre qui vient de sortir, « Apprendre à faire l'amour ». Alors, c'est pas vraiment le titre qui m'a attirée, mais le fait qu'il soit écrit par un homme. Un homme cis, hétéro, marié, père de 5 enfants, bref, pas un punk ni un woke à première vue, mais qui essaye d'interroger la sexualité hétéro standard, à sa manière. C'est intéressant. Et comme cet auteur, qui s'appelle Alexandre Lacroix, est aussi philosophe, je me suis dit qu'il devait avoir des outils sexologiques originaux à proposer.
et qu'on pourrait peut-être lui piquer 2-3 concepts pour tenter un début de révolution au lit, juste en dessous des petites étagères. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Un podcast de Delphine Saltel, réalisé par Anna Bui et produite par Arte Radio. 14e épisode. Doit-on apprendre à faire l'amour ? Alors Alexandre Lacroix, dans son livre, il part d'une idée. Une vieille idée qui flotte dans l'air du temps, qui est que la sexualité serait une espèce de boîte noire, un continent secret, ultra privé qui ne regarde personne d'autre que nous. C'est assez romantique comme idée, mais pour Alexandre Lacroix, si on y réfléchit 2 secondes, c'est complètement faux. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, dans une chambre à coucher par exemple, même si la porte est fermée à double tour, en fait on n'est pas vraiment tout seul dans la pièce. Il y a toute la société avec nous. Une erreur courante qu'on fait quand on réfléchit au rapport sexuel, à la manière dont on fait l'amour, c'est d'imaginer qu'on se laisse guider par un désir qui serait entièrement naturel, en fait. On serait dominé par nos hormones ou dominé par des choses qui sont à la fois universelles et ancestrales. En fait, on fait n'importe quoi sur la folie du moment, on n'écoute que son désir, c'est complètement faux. La relation sexuelle, la manière dont on fait l'amour, c'est socialement extrêmement codifié. Et en fait, les chercheurs qui ont mis cette essence sociale de la relation sexuelle en évidence, ce sont 2 sociologues américains qui s'appellent John Gagnon et William Simon. Ils ont écrit ensemble un livre en 1973 où ils ont formulé ce qu'on appelle la théorie des scripts sexuels. Alors, ce que nous dit la théorie des scripts sexuels, c'est que, effectivement, quand nous faisons l'amour, nous déroulons un certain nombre d'étapes qui appartiennent à un script qui est tacite, qui circule dans la société. Il y a donc un certain nombre de rituels, un certain nombre de gestes, un certain nombre de mots qui sont attendus. C'est-à-dire que au moment des préliminaires, je ne sais pas si je déshabille l'autre, je lui enlève sa chemise ou son chemisier, je m'attends à ce qu'il fasse en retour la même chose pour moi. Si l'homme gratifie la femme d'un cunilingus, peut-être qu'il attend en échange qu'un peu plus tard elle fasse la même chose pour lui. Il y a tout un système d'échanges, d'impondérables qui se mettent en place et on n'a pas vraiment besoin de se l'expliquer. En fait, on connaît le script, on connaît la chanson. C'est pour ça que la théorie des scripts sexuels explique que nous nous aventurions dans la sexualité sans avoir besoin de tout contractualiser, de tout expliciter. On n'a pas besoin de se dire ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire après, parce que on sait où on en est dans le script. Et la relation sexuelle est socialement codifiée, elle est socialement et historiquement située. On fait l'amour d'une manière particulière aujourd'hui, en 2022. Les relations entre hommes et femmes qui se tissent ou les relations homosexuelles ont une histoire. Et que ça nous donne en fait une marge de liberté. Parce que si c'était simplement un fait de nature, on serait bloqué sur notre instinct et on n'aurait qu'à, en quelque sorte, obéir à être les automates de notre propre instinct. Oui, ça peut sembler évident, une fois que c'est dit clairement, qu'il y a des règles du jeu dans le sexe. Mais comme elles sont rarement explicitées, ces règles, ni formulées franchement entre partenaires ou dans la vie sociale en général, on a tendance à ne pas se poser beaucoup de questions sur les conventions auxquelles on obéit inconsciemment quand on est en train de faire l'amour. Notamment, comment on les apprend, ces scripts sexuels, si justement on ne les verbalise pas. D'où ils nous viennent, comment on les intègre. Alors, dans la théorie de Simon et Gagnon, ils différencient 3 niveaux. Il y a les scripts intrapsychiques, disent-ils. Alors ça, c'est assez simple. Ce sont des pulsions ou des fantasmes qu'une personne a. Je sais pas, une personne aime les sous-vêtements, je sais pas quoi. Bon, enfin, ça lui appartient. Donc c'est un script intrapsychique. Il va essayer de trouver cette situation ou de trouver des partenaires qui correspondent. Bon. Il y a des scripts interpersonnels. Ça, ce sont des scripts qu'on construit dans un couple. Surtout dans un couple installé.
Ils ont un ordre, ils ont un rituel. Il y a sans doute une position dans laquelle ils arrivent au plaisir, il y a une position dans laquelle ils finissent, qui est récurrente. Ça, c'est un script interpersonnel, qui est un script secret. Enlève ta culotte. Et puis, tout de suite. Il y a ce que les auteurs appellent les scénarios culturels. Tu veux dire ici? Oui, je veux dire ici tout de suite. Alors les scénarios culturels, ils sont de différentes natures. Je peux en donner un qui va sembler un gros cliché, mais l'idée en gros de faire l'amour dans un jacuzzi, c'est un scénario culturel qu'on a vu dans des films, dans des, de James Bond. L'idée qu'on doit faire l'amour pendant sa nuit de noces, c'est un scénario culturel. On a tous l'image d'un couple qui ferait l'amour sur un tapis au coin du feu. C'est un scénario culturel. Vous ne voulez pas quitter ces vêtements tout trempés? Vous risquez d'attraper un rhume mortel. Oh, sauvage. On devrait vous enfermer dans une cage. Et donc en fait, ces images, ces scénarios sont en nous, et cette théorie des scripts sexuels permet d'expliquer pourquoi, grosso modo, tout le monde fait l'amour plus ou moins de la même façon, dans une époque donnée, avec des petites différences ici et là. On n'est pas juste en train de performer le script, on a chacun notre touche parce qu'il y a la dimension de l'intrapsychique, donc du fantasme personnel, et puis la dimension interpersonnelle, la dimension de la relation singulière qui se construit dans chaque couple, qui viennent interférer avec le scénario ou les scénarios culturels dominants. Néanmoins, on peut se mettre dans une position intellectuelle, parce qu'il y a de l'intellect et il y a du mental quand on fait l'amour, où on se dit, tiens, je suis ouvert à enrichir mon script, à le modifier et à casser ce qui ne va pas dedans. Et oui, parce que les scénarios culturels déterminent nos comportements sexuels, mais pas forcément au bénéfice de notre plaisir, loin de là même. Par exemple, je sais pas, au hasard, le script de la majeure partie des films qui passent à la télé, encore aujourd'hui. En gros, un monsieur vient sur une dame et au bout de quelques minutes de missionnaire sous les draps, blam, splendide orgasme simultané. Bon, ce script, quand même, ça rendrait service à pas mal de monde de savoir dès le début que c'est une pure convention cinématographique et que donc on n'est pas obligé de chercher à la reproduire désespérément en vrai dans la vie. Parce que déjà, ça peut prendre du temps de le comprendre et surtout, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, même quand on l'a compris, on a encore du mal à s'en débarrasser. Parce que ça s'est incrusté quelque part dans notre imaginaire, dans nos fantasmes et nos pratiques, fatalement. Alors Alexandre Lacroix, lui, il propose une dissection méthodique du script sexuel dominant, celui des hétéros en tout cas, pour s'en émanciper. Pas juste l'identifier, mais le dépioter en profondeur, comprendre ce qu'il y a derrière, quelle est sa généalogie, son archéologie même, on pourrait dire. Parce qu'un script sexuel, c'est un peu fichu comme une carotte géologique, avec plusieurs couches sédimentées en millefeuilles. Et selon Alexandre Lacroix, dans les fondations de notre script, au niveau du socle, il y a un truc qui date pas d'aujourd'hui, 1905, et qui nous vient d'Autriche. Non, c'est pas ça, c'est Sigmund. Freud a publié en 1905 un essai qui s'appelle « Les 3 essais sur la théorie sexuelle », où il décrit un cycle sexuel qui correspond à ses yeux à la relation saine. C'est hyper normatif. Il est typiquement dans cette illusion qu'on trouve beaucoup dans la littérature médicale ou sexologique, qu'il est en train de parler de la nature. Et donc, pour lui, il n'est pas en train de raconter un script ou une manière de faire l'amour, alors que c'est ça qu'il fait. Pour lui, il est en train de nous dire un peu la vérité sur la manière dont les humains font l'amour. Et ce qu'il nous décrit, c'est que la relation sexuelle, selon lui, doit commencer par une phase d'échauffement, d'allumage. Donc ce sont les préliminaires qui ne servent qu'à amorcer l'excitation. Et ça, c'est très important chez lui, parce que si on s'attarde trop sur la phase des préliminaires, si on musarde en chemin, en fait, on est pervers. On est en train de s'attarder sur le sexe oral ou sur certaines caresses ou sur le plaisir de se regarder ou de se dévêtir, alors qu'on ne devrait pas faire ça. On devrait passer dans la phase 2, qui est la pénétration de la femme par l'homme. Il est complètement hétéronormatif, Freud, c'est-à-dire qu'il considère que l'homosexualité appartient aux perversions. Ça montre à quel point sa vision des choses est quand même datée. Donc il y a cette phase de pénétration avec une gradation d'intensité qui doit aboutir, au final, par frottement des parties génitales. Alors,
C'est ça qui doit être visé. Si on s'en écarte, on est dans une fixation perverse sur un but secondaire. Et ça, ce schéma freudien, il a été discuté, enrichi, complété, mais grosso modo, dans la sexologie jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas remis en cause. Voilà, il nous vient donc en partie de Freud, le vieux canevas du rapport sexuel entre hétéros, avec passage obligé par la case pénétration et conclusion éjaculatoire. Ça, c'est bien ancré, qu'on le veuille ou non dans nos habitudes. Et c'est utile de comprendre pourquoi, ce qui se cache derrière. Philosophiquement, on pourrait dire que c'est contrefactuel, c'est-à-dire que ça repose sur un faire comme si. Freud écrit ou réfléchit à la sexualité à un moment où la sexualité n'est admissible ou n'est justifiée que par sa finalité procréative. En fait, ce qu'on mime, c'est une finalité qui serait procréative et on va devoir faire un parcours incroyablement normatif avec des étapes. Il y a presque une prescription où on sent bien qu'on est sur un rail tendu vers l'objectif et que si on suit le schéma, en quelques minutes, c'est fini, quoi. Le plus consternant, je me dis, dans cette affaire, c'est de constater que même si on n'a pas lu Freud, pire, même si on sait très bien aujourd'hui à quel point sa vision des choses est obsolète, totalement mais claquée au sol, comme disent les enfants, eh ben, on en a quand même hérité. C'est là, en nous, et partout autour de nous. Ça infuse tout le bain culturel dans lequel on nage, sans qu'on s'en aperçoive même plus, en fait. Une des choses qui me saute aux yeux à propos du script freudien, c'est qu'il ressemble beaucoup à ce que Aristote nous dit dans la poétique sur la construction du drame. Avec exposition ou présentation des personnages, ce serait la phase des préliminaires, avec ensuite une tension dramatique qui se met en place, ce qu'on appelle le nœud de l'intrigue, et puis enfin un dénouement, et là ce serait l'orgasme. Et donc on a une dimension narrative. Freud nous invite à considérer en fait le moment sexuel comme un petit drame. Et ça permet de constituer le moment sexuel en objet cinématographique. J'adore cette idée de storytelling du sexe en 3 actes. Ça éclaire d'un jour nouveau les milliers de scènes d'amour de cinéma qu'on visionne au cours de sa vie, mais qui nous déroulent toujours à peu près les mêmes étapes. D'ailleurs, pour Alexandre Lacroix, c'est la 2e couche de notre millefeuille. Au rez-de-chaussée du script hétérosexuel dominant, il y a le cabinet de Papy Freud et, au premier étage, une salle de cinéma. Enfin, de cinéma porno. Il me semble que le porno mainstream, tel qu'il s'est développé dans les années 70, à l'époque des films que nous on appelle aujourd'hui les films vintage, c'est un porno qui met beaucoup en avant la sexualité de couple et qui récupère ou performe le schéma freudien. Exposition, préliminaire, pénétration de plus en plus rythmée, de plus en plus intense, puis éjaculation. Il y a une dérogation dans le porno, c'est que comme il faut faire voir la jouissance des acteurs et de l'homme, il sort au dernier moment et souvent il va éjaculer sur le corps de sa partenaire. Donc ça c'est une sorte de dérogation par rapport au schéma freudien. Ce qui est quand même assez net, c'est que dans cette manière dont on voit ces acteurs de films porno performer un acte, une suite d'actes extrêmement construite qui va vers ce dénouement qu'est l'orgasme, on retrouve à la fois les éléments de la dramaturgie aristotélicienne et cette obsession d'une performance ou d'un résultat. Hein. Il faut quand même que l'homme éjacule, c'est très important. Donc tout ça est mis en place et cadenassé dans le porno mainstream. Et donc ce script avec obligation de résultat, Alexandre Lacroix l'appelle le Freud porn. C'est avec ce double héritage qu'on doit composer, le Freud porn. Mais il y a encore un étage dans l'immeuble qui héberge notre script sexuel. Au 2e, il y a un laboratoire scientifique. Cette obligation de résultat, elle a été fortifiée par des classiques de la littérature sexologique qui ont atteint le grand public et pas seulement la communauté des chercheurs. Le travail de Masters et Johnson, qui sont un couple, enfin lui est médecin, elle est sociologue de formation et elle est son assistante, mais ce livre qu'on appelle le Masters et Johnson paraît en 1966 et fondé sur une enquête complètement folle, parce qu'entre 1957 et 1965, dans leur
hôpital universitaire, dans leur laboratoire, ils ont observé directement 10 000 cycles sexuels complets. La phase en plateau du sujet masculin a duré 8 minutes et 31 secondes. Elle est complètement dingue, l'histoire de William Masters et Virginia Johnson. Il s'en est suivi un orgasme, mais pas chez le sujet féminin. Et c'est pas étonnant qu'elle ait inspiré une super série télé qui a cartonné sur OCS, Masters of Sex. C'est la position. Si notre but est de déterminer quelle position procure une stimulation clitoridienne optimale, sur une échelle de 1 à 10, la position du missionnaire aurait 4. Une seule série de données est loin d'être représentative d'un panel. Je mets ces petites fiches dans le coffre avec celles des autres cobayes. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines d'hommes et de femmes qui ont fait l'amour dans leur labo, de tous les âges. Ils ont mis des électrodes, des capteurs, ils ont fait des observations, ils ont mesuré tout un tas de choses. Plateau. Et quand on lit leur travail, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont conforté, solidifié le schéma freudien en le complexifiant un petit peu. Eux, ils ont un schéma en 4 temps. Il y a une phase d'excitation, donc la phase des préliminaires, qui est une phase ensuite de plateau, où on est à excitation constante. Orgasme. Il y a une troisième phase qui est l'orgasme, et une dernière phase qui est la résolution. Résolution. À quoi s'ajoute leur travail sur la période réfractaire, c'est eux qui ont mis en place ce terme, et la période réfractaire, c'est le temps qu'il faut à l'homme pour être capable d'engager à nouveau un rapport sexuel où il va jouir. C'est un temps qui dure très peu quand l'homme est jeune, et puis la durée a tendance à s'allonger avec l'âge. Bon. Moi je me suis dit, comme j'ai 36 ans... Oui, mais peut-être que là, il y a une panne qui est transitoire. Je sais pas, c'est... Il y a quelques années, j'ai enregistré une série de reportages dans une consultation de sexologie clinique à l'hôpital. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passait avant sur l'excitation sexuelle et qu'est-ce qui fait que là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, je veux que vous puissiez... Et la médecin parlait tout le temps à ses patients des découvertes scientifiques de Masters et Johnson. Donc, grosso modo... Par exemple, je me souviens qu'elle dessinait souvent aux couples qui venaient consulter ensemble la courbe de l'excitation sexuelle, avec en abscisse les stimuli et en ordonnée le niveau d'excitation. Voilà, il y a des stimuli qui peuvent être on se touche, on se regarde, on se respire, voilà, clac, ça met en route. Donc en fait là il y a un afflux de sang. Et puis vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et ça tombe. Oui, c'est ça. Et ce qu'on voit très bien sur le schéma de Masters et Johnson, c'est qu'en général, le plaisir des hommes monte tout droit, comme une flèche, alors que celui des femmes augmente plutôt par plateau, avec des petites rechutes, des pauses. Bref, la courbe n'est pas du tout la même chez les hommes et chez les femmes. Et ça éclairait pas mal la lanterne des couples en général. Ceux qui se culpabilisaient de ne pas arriver à synchroniser leur orgasme, par exemple. Moi, je trouve ça génialissime, d'avoir produit toutes ces données scientifiques sur l'acte sexuel, comment ça fonctionne sur le plan organique. Ok. Donc ça, c'est comme ça. C'est un travail médical absolument indispensable et intéressant qui a été fait. Mais en fait, c'est vraiment une sexualité de laboratoire. C'est-à-dire que ce qui nous donne à voir quand on lit leur texte, qui est un texte scientifique, c'est d'ailleurs curieux que ce soit devenu un best-seller, quand on le lit, ce qui est frappant, c'est qu'ils nous parlent d'un sexe qui ne ressemble pas du tout à l'expérience. On voit bien que c'est produit dans une université, dans un labo, il y a des gens en blouse blanche, on vous met des électrodes, on met des lumières sur vous, on vous observe derrière une glace sans teint, on mesure ce qui se passe, on mesure votre pulsation cardiaque, votre souffle, on regarde si vous transpirez, on vous fait une prise de sang. Enfin, je veux dire, ils observent quelque chose à quoi eux, ils veulent donner le caractère absolu d'une vérité scientifique, mais qui est quand même tout à fait artificielle. Cette sexualité de laboratoire, c'est presque une sexualité de devanture. Et alors, ils sont focalisés sur cette idée d'une certaine santé. Ils n'arrêtent pas de dire que tout va bien, que les femmes jouissent, que les hommes jouissent, que même âgés on jouit, que ça marche à tous les coups, que... Il y a vraiment une obligation de résultat. Mettez vos genoux, appuyez vos genoux là-dessus. Il faut que ça marche. Voilà. Maintenant, essayez de bouger juste le bassin. Vous
Là, c'est un peu mieux. Voilà. Vous commencez à sentir? C'est ici. Ça va falloir s'entraîner à la maison. Tout seul. Bougez juste le bassin comme ça. Voilà, c'est mieux ça. Ça, c'est bien. Ce livre, il a un impact culturel. C'est-à-dire qu'il a complètement débordé la sphère habituelle de la science. Et d'ailleurs, John Gagnon et William Simon pensaient que le Masters et Johnson avait modifié la manière dont on faisait l'amour. Maintenant que vous savez un peu mieux bouger là, vous allez vous entraîner beaucoup dans la vie toujours. Donc on a là quelque chose qui a produit des effets existentiels, des effets chez les lecteurs, des effets chez le public. Et à mon avis, ces effets, c'est quand même quelque chose encore d'assez normatif. Et leurs résultats et leur obligation de résultat, ça nous imprègne. Ensuite, quand vous allez vous masturber, il faut que vous soyez debout. Parce que c'est mieux. J'avais jamais vu les choses comme ça. Mais effectivement, en y repensant, j'ai souvent eu l'impression que ces consultations de sexologie clinique auxquelles j'assistais mettaient une pression pas possible sur les patients. Une espèce d'injonction à la performance, au bon fonctionnement. Ok, alors là on lâche. À la fin de chaque séance, la sexologue leur donnait même du travail à faire à la maison. Des trucs pas possibles. Des exercices de masturbation pour s'entraîner à maîtriser leur érection ou des dilatateurs à s'introduire dans le vagin pour arriver à kiffer la pénétration. Et on lâche. Et franchement, des fois, moi, je me demandais s'ils n'avaient pas plutôt envie de lâcher l'affaire, les patients. Ou en tout cas, qu'on leur foute la paix avec cette obligation de résultat. Je vais vous refaire une ordonnance pour continuer la rééducation périnéale. L'objectif étant qu'on vous accompagne un tout petit peu pour apprendre à utiliser les dilatateurs, mais que le principal travail, ça va être entre vous et les dilatateurs et aller être capable d'aller chercher des sensations de plaisir via quelque chose dans votre vagin. Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie en temps de crise. Là, je dirais qu'il y a quand même un rôle important d'un autre ouvrage en vulgarisation scientifique et en sexologie qui s'appelle le rapport Haidt, qui est de Sheer Haidt. Elle fait paraître son livre en 1976. Et ce qu'elle a fait, qui est très intéressant, elle a récolté des paroles de femmes à travers un questionnaire qu'elle a très largement distribué. Elle a eu plus de 3000 témoignages extrêmement fins, extrêmement détaillés et qualitatifs, où les femmes parlent de leur sexualité, de leur masturbation, de leurs relations sexuelles. Alors je me le suis procuré, le rapport Haidt. C'est un gros pavé de 500 pages. À toutes les femmes, je dédie ce livre qui est un acte de foi et d'espérance et une célébration. Sommaire, les questions, qui a répondu, la masturbation, l'orgasme, le coït, la stimulation clitoridienne, l'esclavage sexuel, la révolution sexuelle, les femmes âgées, vers une nouvelle sexualité féminine. Appendice, questionnaire 1, 2, 3, questionnaire. C'est hyper intéressant de voir toutes les questions techniques ultra précises que Sheer Haidt a osé poser enfin aux femmes. Septembre 72. Qu'utilisez-vous pour vous stimuler? Vos doigts, votre main, vibromasseur, le drap? Quelle sorte de mouvement employez-vous? Circulaire de haut en bas? Où vous caressez-vous? Est-il important que vos jambes soient jointes ou écartées? Remuez-vous beaucoup? Et ce qui est aussi hyper émouvant, c'est l'immense variété des réponses qu'elle a récoltées. Tous ces petits morceaux d'histoires particulières, mis bout à bout, en verbatim. Je suis sur le dos ou sur le côté. J'aime surtout avoir le dos cambré, les reins reposant sur la jambe de mon partenaire. Il frotte mon clitoris de bas en haut. J'aime qu'il soit à ma gauche, bien serré contre moi, tandis qu'il me caresse de la main gauche. Nous sommes sous la douche et mon partenaire me lave avec la mousse de savon entre les jambes. Elle est couchée près de moi et me caresse d'une main le clitoris. Nous nous embrassons, je la serre contre moi. Mais le plus fort, c'est la conclusion. Le poteau rose, dont on n'a pas fini de parler encore aujourd'hui. Le rapport Haidt, il est accablant dans ses conclusions parce que, en gros, ça montre que les femmes ne trouvent pas de plaisir, ou presque pas, dans le coït hétérosexuel. Est-ce exceptionnel de ne jamais avoir d'orgasme quand on fait l'amour? Pourriez-vous me donner une idée de ce qu'il faut faire pour en avoir?
C'est ça que montre le rapport, qu'il y a un problème dans la manière dont on fait l'amour. C'est-à-dire, en gros, on est au milieu des années 70, on peut dire que jusque-là, mais peut-être un peu jusqu'à nos jours, tout se passe comme si dans une société patriarcale, les hommes utilisaient le corps des femmes pour jouir, sans leur donner de plaisir en échange. Donc un marché de dupes, en fait. On sent bien qu'il y a quelque chose dans la norme hétérosexuelle qui vient complètement brider le désir féminin et le plaisir féminin, presque à des fins, semble-t-il, d'encager ou de contrôler ou de réguler ou d'administrer la sexualité féminine. Donc le moment du rapport Haidt, c'est un moment extrêmement important dans les études féministes, politiquement, mais de réappropriation du corps, et donc une vraie déflagration, enfin c'est un choc de prise de conscience. Que me manque-t-il pour que ma vie sexuelle soit paradisiaque ? Il faudrait que mon clitoris soit dans mon vagin, sacré nom, pour que je puisse enfin jouir quand je baise. Ben voilà, comme ça c'est dit. Rien que pour avoir apporté cette pierre à notre édifice, je trouve qu'on devrait lui décerner un prix Nobel à Scheer Haidt. Ou au moins donner son nom à des équipements publics, pour changer un peu des lycées Jacques Prévert. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre ce que nous a légué son rapport. Et comme souvent, hélas, derrière une émancipation se cachent aussi de nouvelles injonctions. La vision que Scheer Haidt a de la sexualité est orgasmocentrée, mais orgasmocentrée à un point... Les passages sur l'orgasme pendant le rapport sexuel, elle dit carrément aux femmes, vous ne pouvez rétablir l'égalité dans le rapport, une égalité homme-femme, que si vous jouissez. Alors ça, cette injonction, on fait une obsession de l'orgasme. Enfin, atteindre l'orgasme est devenu une préoccupation constante et que c'est complètement bloquant. En fait, c'est là que je voudrais marquer un point philosophique, mais qui est un point assez fort. À mon sens, il y a deux types d'activités. Il y a des activités qui ont leur finalité en elles-mêmes et des activités qui ont leur finalité à l'extérieur d'elles-mêmes. Par exemple, on va devoir remplir la déclaration d'impôt. Je déteste faire ça, c'est une corvée administrative. Je vais le faire parce que je veux pas avoir de problème avec le fisc. C'est pour le résultat, en fait. Le résultat, c'est pas de problème avec le fisc. La finalité est extérieure à l'activité elle-même. Et puis, il y a des activités qui ont leur finalité en elles-mêmes. Si je joue au tennis... Ma finalité est de passer un bon moment en jouant au tennis, c'est pas de marquer des points. Donc, en fait, pour ce qui est de faire l'amour, pour moi, c'est très clair. C'est une activité qui a sa finalité en elle-même. Au moment où on entre dans la sexualité, tout d'un coup, la sensorialité ne devient pas le moyen de savoir ce qui se passe autour de nous, elle devient le but. C'est-à-dire que on voit bien qu'on a affaire à une sensorialité qui jouit d'elle-même. Et c'est ça la sensualité. Et le problème de la vision orgasmocentrée, c'est qu'elle recrée de l'obligation de résultat et de l'intéressement, elle recrée une finalité extérieure à l'intérieur d'une activité qui devrait garder sa finalité en elle. Si on fait effectivement de la relation sexuelle un moyen en vue d'atteindre un orgasme, c'est quand même très décevant, et c'est ne pas voir toutes les possibilités d'improvisation, d'émotion qui nous attendent en chemin. Merci. Je crois que les femmes sont assez bien placées pour savoir qu'on ne jouit pas sur commande. Et encore moins en se stressant sur est-ce que oui ou non, cette fois-ci, on va y arriver à franchir le fameux point de non-retour de la courbe de Masters et Johnson. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de rétorquer à Alexandre Lacroix qu'on pouvait quand même pas décemment reprocher aux femmes d'être devenues trop procédurières sur l'obtention de leur orgasme après des siècles de rendez-vous manqués. Et là-dessus, bon prince, il a tout de suite embrayé. Moi, la question que j'ai envie de poser, évidemment, c'est quand on scoltine la relation hétérosexuelle, qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup d'actes dans la relation sexuelle sont des gestes et des paroles d'infériorisation de la femme. Ça passe par une manière d'appuyer sur la tête, de tenir les poignets, en fait, des tas de gestes qui sont invasifs et dominateurs de la part de l'homme. Et au fond, on sent bien que l'homme est invité à déployer sa domination, qu'il a par ailleurs dans la sphère économique, dans la sphère politique et dans la sphère sociale, à la déployer dans le moment sexuel. Et la femme est invitée à y trouver une sorte de plaisir, qui est un plaisir quand même ambivalent, d'être un peu complice de sa propre domination. Enfin, c'est quelque chose d'assez problématique aussi. Comment déjouer cet héritage ? Moi, je vois que deux solutions. Il y a une solution qui consiste à se dire on va vraiment essayer de mettre en place un égalitarisme sexuel. Concrètement, il faudrait que chacun soit dans une extrême vigilance
à tout acte qui pourrait être interprété comme brutal, violent ou dépréciatif. Ça va de la griffure à, je sais pas, au fait d'empoigner les fesses, ou je sais pas, enfin, essayer d'éviter tous les actes, tous les mots, tous les gestes qui pourraient être interprétés comme la manifestation de la domination masculine. L'inconvénient de cette attitude ou de cette solution, c'est que ça pousse chacun des partenaires, en fait, dans une position d'extrême vigilance. C'est-à-dire qu'il faudrait songer à chaque instant à la connotation politique de ce qu'on est en train de faire, à la mésinterprétation possible de ce qu'on est en train de faire, et puis surveillance de soi-même et de l'autre. Ce serait forcément cet égalitarisme sexuel une pratique un peu réfrénée, une pratique un peu empêchée. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux alors ? Il me semble qu'on peut organiser la circulation du pouvoir. C'est-à-dire que ce qui est problématique, c'est que ce soit toujours les mêmes rôles. C'est-à-dire que la distribution des rôles soit figée, que ce soit toujours l'homme qui est au-dessus, toujours lui qui est dominateur, toujours lui qui pétrit le corps de l'autre ou qui mord, enfin je sais pas, ou qui griffe, enfin ce soit toujours lui qui tient les rênes en fait. La circulation du pouvoir, ça signifie que on peut avoir des phases de domination alternées, où alors la femme domine entièrement physiquement et exprime toute sa force et tout ce qu'elle est, mais aussi un entre-deux intéressant où il n'y a ni domination de l'un ni domination de l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait explorer les trois. Faire circuler le pouvoir, c'est avoir aussi des tas de phases de transition. On est dans un entre-deux, dans une ambivalence, une ambiguïté. D'introduire du jeu, d'inverser, de retourner, ça laisse à chacun aussi la possibilité d'être plus libre, peut-être d'explorer des potentialités de son corps qu'il n'explore pas toujours. Et donc là, on peut, à mon sens, s'ouvrir un terrain de jeu sans renoncer à la sexualité hétérosexuelle. Bon, je crois que c'est ça que je voulais entendre depuis le début. Il y a moyen de continuer, mais en piratant le script reçu en héritage. En le mettant cul par-dessus tête. Et ça, ça prend des plombes. Quand tu lis dans le journal Le Monde, 45 ans après le rapport Haidt, qu'en 2021, seuls 22% des femmes déclarent déjà avoir pénétré un homme avec un doigt, ou que 10% des hommes refusent encore d'être sous la partenaire pendant le coït, soi-disant que ça les déviriliserait, tu te dis qu'il va nous falloir à tous encore beaucoup de films, de séries, de romans pour renouveler l'imaginaire collectif. Mais je pense que c'est en cours, un peu partout autour de nous. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu le dernier roman de Nicolas Mathieu, Connemara. Il est en tête de gondole à la Fnac, et dedans, il y a plusieurs super belles scènes de sexe où l'héroïne arrive très bien à faire circuler le pouvoir. Elle s'agrippa à son bras tendu sur le rebord de l'évier pour mieux se cambrer. Ça venait. Ils étaient pris là dans la soudure comme des serpents, les cheveux mêlés, les yeux clos, sans dépense inutile. Christophe se détourna pour reprendre son souffle. Elle-même se trouvait tout au bout. Alors, elle souffla à son oreille quelques mots qui ne laissèrent à Christophe aucun autre choix. Il jouit debout dans la cuisine, sur elle, et Hélène retint sa main pour qu'il finisse ce qu'il avait commencé. Elle vint à son tour, quelques secondes plus tard seulement. Elle avait gagné. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vas-y, dépêche-toi. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Non mais dis donc, tu jouis? Bah, évidemment que je veux jouir. Et c'est moi qui te fais jouir? Il faut croire, c'est pas le pape. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.